Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. En route sur la RN2, la route nationale qui va de Saint-Louis-Rosso jusqu'à Richard-Toll a été inaugurée ce mardi par le président Macky Sall. 36 milliards pour une meilleure circulation sur cet axe de 127 km qui va au nord du Sénégal. Également à la une, Diamniadio, son foncier, ses potentialités agricoles avec 3 barrages hydrauliques. Les cultures de contre-saison y prospèrent. Diamniadio se développe. Les prix des parcelles flambent. Mutation d'une ville carrefour avec les reportages de Amilou Diop et d'Éric Nimatia. Et puis, suite de notre série de reportages sur la Chine, un pays qui accueille le président de la République le 19 février prochain. Ce soir, analyste économiste spécialiste de l'Empire du Milieu se prononce sur le modèle économique chinois. Les Lébou ce soir, la communauté Lébou et la curiosité dans la rubrique Au cœur de nos cultures. Les Aïdadia nous parlent de ce peuple de pêcheurs, premier habitant de la presqu'île du Cap-Vert, avec ses girafes, ses Ndeïdireo et son grand serine, toute une coutume, toute une organisation sociale. Bienvenue à tous. Le président de la République annonce un programme national de désenclavement avec la construction de milliers de kilomètres de routes. Le président de la République inauguré ce mardi la route Saint-Louis-Rosso et le poste de pesage de Rosso. Le président Macky Sall a eu droit à un accueil exceptionnel de la part des populations dans le reportage d'Oumar Nying. Plus que jamais, chère population de Saint-Louis, j'ai à cœur de faire du développement des infrastructures routières un socle de croissance durable et du progrès social équitable. Notre politique vise un maillage optimal du pays afin de valoriser les ressources et potentialités de nos différents terroirs et de promouvoir des pôles de développement comme pivot de la cohérence territoriale et de l'élimination des disparités d'accès aux infrastructures. La nouvelle stratégie sectorielle repose ainsi sur la poursuite du désenclavement du pays et l'amélioration de la mobilité urbaine en harmonie avec la politique nationale d'aménagement du territoire et le développement de l'intégration régionale. Et puis, Omar Nying nous promet de revenir plus amplement sur cet événement. L'Assemblée nationale a voté hier le projet de loi relatif au contrat de partenariat, une loi qui allège le mode de traitement de l'offre spontanée. Le vote a donné bien lieu à un débat parlementaire très riche au sein de l'hémicycle. René Massikayouf. Il a fallu 2 tours de débat pour le vote du projet de loi 05-2014 relatif au contrat de partenariat. Projet de loi examiné en procédure d'urgence. En soi, il constitue une réponse nécessaire aux défis économiques auxquels notre pays est confronté. La procédure, comme précisé, n'a rien à voir avec le groupe consultatif. Honorables députés, la loi CET contenait des dispositions contraignantes concernant la résultat des offres spontanées. Ainsi, l'article 18 disposait en effet qu'une offre spontanée n'est recevable que si l'autorité publique n'a fait état à la date de la présentation de l'offre de son intention, même éventuelle, de réaliser une telle infrastructure. Voilà ce qui existait dans la loi CET jadis. Parce qu'on ne l'a pas créé, l'offre spontanée, ça existait. Mais c'est mal écrit. Le
projet de loi a été principalement voté par les députés de la majorité. L'opposition, à travers quelques-uns de ses parlementaires, l'a rejeté dans sa forme actuelle en exigeant sa révision. Il vise un assouplissement du mode de traitement de ce qui est appelé l'offre spontanée. Dans ses grandes lignes, il ambitionne de réduire les lourdeurs administratives relatives aux appels d'offres en donnant aux autorités contractantes les possibilités d'en déroger dans certaines circonstances selon les propres termes du texte. Certains parlementaires refusent de l'entendre de cette oreille. Ce projet de loi risque d'avoir comme conséquence une légalisation de la corruption. Moi, je suis très inquiet. Ça, c'est la porte ouverte à la corruption, à la gabegie, mais également au blocage du développement économique du pays. Non, la loi n'ouvre pas une boîte de Pandore comme l'ont prétendu certains parlementaires de l'avis des députés de la majorité. Elle ouvre des perspectives favorables pour les investissements dans le pays. Elle est fondamentale si le Sénégal veut aller vite vers l'émergence, soutient-il. Pour se développer, il n'y a pas plus indispensable que le partenariat public-privé. Les problèmes de procédure ne garantissent pas la transparence. La transparence, c'est un problème d'éthique, c'est un problème de morale, c'est un problème de personne. C'est un finalement innovant qui, de mon point de vue, doit être encouragé au Sénégal, mais surtout en Afrique, parce que l'Afrique a un gap énorme à combler, et je crois que cette voie-là est la meilleure pour combler ce gap-là. La loi sur l'offre spontanée existe depuis plusieurs années et il ne s'agit que d'une amélioration. L'État veut mettre à profit les opportunités de ce partenariat pour rendre plus compétitive l'économie sénégalaise. West African Rating Agency a remis au port autonome de Dakar sa notation financière. La cérémonie de restitution de la note a eu lieu hier. En cette occasion, le port a aussi signé une convention avec la Banque africaine, Ouest africaine de développement, le BOAD. Aïda Mamadou Diop. Le port autonome de Dakar reçoit sa notation financière en BBB+, avec perspective stable, une note qui le met à 2 crans en-dessus de la note exigée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers pour emprunter sans garantie. Le port autonome de Dakar, pour sa première notation financière, est donc en catégorie d'investissement. Ça veut dire demain, si le port autonome de Dakar voudrait emprunter sur le marché financier régional, sur la bourse, elle n'aurait pas besoin de fournir des garanties. Elle pourrait émettre sans garantie. Avec cette notation obtenue, le port autonome de Dakar devient ainsi le premier dans sa catégorie en Afrique de l'Ouest. Un des atouts de sa réussite, sa localisation géographique, mieux par sa position centrale sur la côte atlantique qui offre aux navires un gain de temps et de navigation. Il y a aussi sa volonté affichée de tendre vers une structure de port propriétaire, mais également sa maîtrise opérationnelle doublée d'une vision claire de développement. C'est dans cette perspective que j'ai inscrit toutes les actions que j'ai eu à mener depuis ma nomination comme directeur général du port autonome de Dakar par son Excellence le président Macky Sall. Il est à noter que notre outil bénéficie d'un avantage comparatif certain à plusieurs égards. Mais l'autre challenge que nous devons remporter est de faire aujourd'hui du port autonome de Dakar le modèle sénégalais d'organisation, de financement, de gestion d'un port qui constituera une source féconde d'inspiration pour beaucoup d'autres pays africains. Le port autonome de Dakar, entreprise créée par l'État, opère une activité stratégique importante pour le pays. La notation du port BBB+, avec perspective stable, est le fruit d'une gestion transparente. Cette notation de la catégorie InvestGrad traduit, s'il en est encore besoin, la bonne gouvernance de ce joyau national, animé par des cadres et des travailleurs dévoués de la communauté portuaire et qui font notre fierté à nous tous. En marge de la cérémonie de restitution de la note, le directeur général du port et le président de la Banque africaine de développement ont signé une convention de financement d'un montant de 10 milliards de francs CFA. Ce concours de la BOAD va permettre au port de réaliser des travaux additionnels, du dragage et la réhabilitation du wharf pétrolier. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont choisis pour tester le projet de plateforme d'échange électronique des certificats d'origine UEMOA. Le certificat d'origine est un papier central dans la mise à la consommation des produits originaires. La dématérialisation vise la solution aux nombreux problèmes souvent soulevés par la version papier. Explication avec Amadou Aramcham.
de l'authenticité. Si les procédures de dédouanement sont entièrement dématérialisées au Sénégal, il n'en est pas de même dans les autres pays de la communauté. La dématérialisation du certificat d'origine, un projet du programme régional de facilitation des échanges dans la zone IMOA, va concerner dans sa phase pilote le Sénégal et la Côte d'Ivoire. En consacrant ce projet sur le certificat d'origine, nous avons pris le pari de sécuriser, mais également de faciliter davantage les échanges commerciaux entre nos pays. La circulation des biens au sein de l'Union est altérée par plusieurs entraves liées à la circulation des documents en papier. À travers la transmission par voie électronique, c'est une amélioration qui est apportée à la simplification des formalités dans la délivrance du certificat d'origine IMOA. L'initiative de l'UEMOA de soutenir le développement de la dématérialisation des procédures du commerce extérieur au sein de l'Union vient à son heure. Aussi, à terme, la mise en œuvre du projet permettra-t-elle de mieux sécuriser les transactions, de réduire l'usage du papier dans les échanges et d'accélérer les formalités et de prévenir les conflits sur l'authenticité du certificat d'origine. Le choix de la Côte d'Ivoire pour mener le pilote avec le Sénégal servira de test au projet avant son extension dans les autres pays de la sous-région. Ce projet pilote dure 6 mois. Donc après les 6 mois, un atelier sera réorganisé pour voir les points forts et les faiblesses du système. En attendant la conduite à terme de cette période transitoire, le certificat d'origine en papier restera en vigueur afin de permettre à la Côte d'Ivoire de prendre les dispositions pour établir une communication électronique effective. Dans notre focus sur Diamniadio, nous nous intéressons aujourd'hui au foncier. De plus en plus, cette commune attire actuellement, en dehors des projets du gouvernement, des cités et des lotissements y foisonnent. Du coup, l'assiette foncière de la ville s'effrite peu à peu. Conséquence, les prix des parcelles augmentent et les lopins de terre se raréfient. Hamidou Diop. Diamniadio grandit. Infrastructures, autoroutes, nouvelles habitations, toutes choses qui ont un dénominateur commun, le foncier. Il faut de l'espace pour leur réalisation. Depuis quelques années, la commune de Diamniadio commence à changer de visage. Les projets s'y multiplient, de nouvelles cités sortent de terre. Chacun va avoir une parcelle à Diamniadio. Ces lotissements que nous avons réalisés ont été pour la plupart attribués aux populations autochtones et aussi aux éventuels demandeurs de parcelles, qu'ils soient de la région de Dakar ou des autres régions. 3000 parcelles déjà distribuées aux autochtones et plus de 2000 demandes qui attendent. Pourquoi tant d'intérêt pour la commune voisine de Bargny? Sa proximité avec la capitale expliquerait en grande partie le rush. Aujourd'hui, si on doit seulement aussi être conséquent avec nous-mêmes, nous ne pouvons aujourd'hui peut-être que qu'attendre du pôle urbain une réserve peut-être qui peut être attribuée. À Diamniadio, les promoteurs immobiliers ont investi la ville. Ici, par exemple, une cité dite des fonctionnaires. En tout, plus de 2800 logements en construction. Un chantier immense pour la commune. Nous avons un projet de logement qui comporte 2850. Dans la première phase est 2200. Nous avons démarré la première phase. Au moment où je parle, nous sommes à 77 logements qui sont en cours. Ça fait combien d'années que vous êtes là? Depuis 2010, nous avons installé ici depuis 2010. Il y a quelque temps, beaucoup de personnes ne voulaient pas venir habiter ici, à Diamniadio, du fait de son éloignement. Mais aujourd'hui, la donne a changé. La demande est forte. Les courtiers constatent que les prix des terrains ont connu une hausse vertigineuse. Vraiment, jàmm fi terrain yombul parce que ñi fi maire may terrain yi daal ñenn ñi ñoo si jaay ñenn ñi jaay ñu seen terrain. Seuls certains des habitants qui ont bénéficié des lotissements de la mairie vendent leur terrain. Sinon, c'est très difficile d'avoir un terrain ici.
parce que les prix ont augmenté. Parfois, il faut débourser plus de 10 millions de francs CFA. Malgré les quelques 30 km qui la séparent de Dakar, Diamniadio est une ville animée, un pôle urbain en devenir, un passage obligé qui attire de plus en plus. Les potentialités agricoles à Diamniadio sont bien réelles. Cette localité, à elle seule, abrite 3 barrages hydrauliques. Grâce à ces infrastructures, des centaines de personnes pratiquent des cultures de contre-saison. L'activité agricole prisée autour de ces barrages reste cependant le maraîchage, même si l'arboriculture y garde également une place de choix. Eric Nimadi. Cette étendue d'eau qui s'étire à l'horizon, nous sommes sur le barrage de Belvédère. L'ouvrage a été construit en 2007. Grâce à sa grosse capacité de rétention d'eau de pluie, les populations locales disposent suffisamment du liquide précieux pour le maraîchage. La plupart des habitants s'activent dans l'agriculture et l'élevage. Ce barrage est d'une grande utilité pour nous. Même ceux qui étaient partis, tous d'autres s'y reviennent maintenant pour s'adonner à l'agriculture. À côté du maraîchage, les habitants de Belvédère s'adonnent également à d'autres types de cultures irriguées. Dans le verger de Laye Diop, plusieurs types d'arbres fruitiers se côtoient grâce à l'eau tirée du barrage. Le champ s'étend sur 1 hectare 800. J'ai ici des manguiers, des citronniers et des papayers et plusieurs sortes d'arbres fruitiers. Autre lieu, même réalité. Sur ce site du barrage de Bantiar, dans la commune de Diamniadio, plusieurs périmètres maraîchers sont exploités par des paysans locaux. Sur ces vastes sols marécageux, l'horticulture bat son plein. Les spéculations sont très variées. Je cultive du piment, de l'aubergine, des oignons, bref, plusieurs types de légumes. Il n'y a que l'haricot que je ne cultive pas. Néanmoins, cette activité économique est aujourd'hui menacée. Depuis des années, nous faisons ce travail. Des gens se sont venus d'ailleurs et ils veulent tout détruire. Vous trouvez ça normal? Avec les barrages de Bantiar, Belvédère et Sébi-Ponty, la zone de Diamniadio dispose d'atouts majeurs pour l'agriculture irriguée. Une aubaine pour tout investisseur dans ce domaine qui ambitionne de s'installer dans la zone. Nous restons dans ce domaine avec le lancement du Fonds national de développement agro-silvopastoral par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Le fonds a pour objet le financement des programmes dans ces différents secteurs, notamment dans le secteur halieutique. Il aura aussi pour mission la formation des producteurs et l'appui institutionnel aux organisations de producteurs. Salut Sec. L'agriculture occupe une place importante dans les projets phares du plan Sénégal émergent. Elle doit jouer la fonction de locomotive pour la croissance économique. Et pour que cette ambition se réalise, les producteurs ont besoin de financement et d'encadrement. Ce fonds va constituer le bras technique et financier pour le système national de conseil agro-silvo-pastoral. En d'autres termes, il va être l'instrument de financement de la formation des acteurs. Le Fonds national de développement agro-silvo-pastoral est institué par la loi d'orientation agro-silvo-pastorale. Il s'agit d'un mécanisme d'appui institutionnel aux organisations professionnelles agricoles. Le fonds peut compter sur le CNCR pour être soutenu et tout ce que nous pouvons faire, nous sommes prêts à le faire pour que le fonds réussisse, parce que si le fonds réussit, c'est pour l'ensemble des Sénégalais, c'est pour l'ensemble des producteurs ruraux. Ce nouvel instrument entre dans le cadre de la volonté du gouvernement de booster l'agriculture. Et dans ce cadre, le ministère de l'Agriculture a mis en place le programme de renforcement et d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Ce fonds doit donc être en synergie avec plusieurs initiatives lancées ou à lancer, dont le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire, FNRA,
Pour ce faire, tout sera mis en œuvre pour que ces deux mécanismes soient complémentaires grâce à des concertations régulières. Ces initiatives devraient réduire la dépendance alimentaire, augmenter la productivité agricole. Elles devraient également assurer des revenus et emplois stables en milieu rural. Démarrage ce matin de l'atelier préparatoire des Assises nationales de l'éducation et de la formation. La rencontre présidée par le ministre de l'Éducation vise à mettre au même niveau d'information toutes les parties prenantes à cette grande messe de l'éducation. Mortala Diop. La communauté éducative dans sa diversité, les syndicats, la société civile sont tous présents dans cet atelier préparatoire des Assises de l'éducation. Tout ce beau monde est là pour un diagnostic et une clarification des orientations définies pour ces assises. Aujourd'hui, on fait une première activité dans le cadre des assises pour que l'ensemble des structures qui portent les assises puissent s'entendre sur ce qu'on va faire, comment on va le faire, avec qui on va le faire. Ces assises suscitent beaucoup d'espoir pour sortir le système éducatif des difficultés dans lesquelles il patauge depuis des décennies. Mais pour cela, il faut une nouvelle dynamique. Pour nous, il faudrait qu'un cadre approprié de dialogue social, efficace et pertinent soit mis en place pour prévenir et gérer les conflits dans le secteur. Il faudrait également qu'au sortir de ces assises, qu'on ait une orientation beaucoup plus claire en matière d'attentes et de besoins des Sénégalais pour une éducation et une formation adaptées au contexte national mais également au contexte international. Le gouvernement attend de ces concertations des propositions concrètes qui permettront la mise en place d'un système d'éducation et de formation conforme aux exigences de développement économique et social. C'est parce qu'il a pris conscience de l'ampleur et de la profondeur de la crise de l'école que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à travers ses assises, a choisi de l'affronter, cette crise, avec courage et lucidité. Il faut dire qu'en cela, il est aidé par le consensus, pour ne pas dire l'unanimité de toute notre société autour de la nécessité de mener une réflexion profonde et surtout d'agir rapidement et énergiquement pour mettre notre système éducatif et de formation sur les rails de l'excellence et de la performance. La rencontre va durer 3 jours durant lesquels les participants vont travailler à accorder leur violon sur le cadre de référence qui permettra aux assises de répondre efficacement de ces missions. La Chine, un modèle économique. Oui, selon les économistes et les acteurs du secteur privé, à l'image de la République populaire de Chine, ils recommandent aux dirigeants africains de mutualiser leurs forces et de pratiquer enfin un véritable nationalisme économique dans leur coopération avec la puissance asiatique. Mais le privé africain devrait se montrer plus agressif pour s'imposer sur le marché chinois à Nouvelle-Orléans. Une puissance confirmée. Toute la planète a le regard tourné vers la République populaire de Chine. Le dragon asiatique force le respect. Un taux de croissance à 2 chiffres. Un développement à la vitesse TGV. Le pays de Mao Tse-tung revient pourtant de loin. Le pays sous-développé dans les années 1960, ce miracle chinois suscite bien la curiosité des économistes du monde entier. La stratégie chinoise reposait sur le fait qu'on acceptait que les multinationales, en fait c'est les premières multinationales, c'est les multinationales japonaises. Donc la Chine disait venez chez nous parce que vous n'allez pas avoir les problèmes de risque de change. Okay, on va vous laisser travailler tranquillement, mais sous condition. La première condition c'était de travailler avec les entreprises locales, ce qu'on s'appelle les joint ventures. Deuxièmement, de se dire que les produits seront exportés. Et troisièmement, d'accepter de transférer la technologie. Après son ouverture sur le monde, grâce aux zones économiques spéciales, la Chine a su pratiquer avec beaucoup de bonheur le nationalisme économique. Cela pourrait inspirer le Sénégal dans sa coopération avec cette nouvelle puissance. Je pense qu'on a intérêt à aider individuellement les Sénégalais, chacun de son domaine, à réussir là où il doit réussir, et à partir de là, on peut avoir une économie solide. La Chine est un modèle, mais les pays africains gagneraient à unir leurs forces pour tirer davantage profit de relations économiques avec ces géants. Est-ce qu'on peut maintenant
le Sénégal seul imposait à la Chine ce que la Chine imposait aux multinationales étrangères, ça m'étonnerait. Forcément, il faut une union beaucoup plus importante des pays africains pour avoir ce poids-là. Parce que la Chine joue aussi sur l'Afrique. La Chine non seulement joue sur le plan économique, mais aussi sur le plan de ce que l'on peut appeler la stratégie géopolitique. Parce que la Chine veut aussi qu'on l'entende de manière beaucoup plus, je dirais, consistante au niveau du Conseil des Nations. À côté de cette dynamique unitaire des États africains souhaitée par les experts, le privé africain doit jouer sa partition. Il faut anticiper, se montrer agressif pour se tailler une part importante. Dans l'économie, les pays qui exportent plus, ils gagnent plus. Les pays qui importent plus, il est beaucoup plus déficitaire. L'occasion est donnée au privé sénégalais de profiter de la coopération sino-sénégalaise avec le prochain voyage de Macky Sall à Pékin. Pékin attire et ne laisse personne indifférent. La compétition est féroce, chacun veut tirer son épingle du jeu. Il faut dire que depuis 2005, le volume des échanges de la coopération sino-sénégalaise se chiffre à environ 80 milliards de francs CFA par an. Une coopération économique qui touche plusieurs domaines comme les infrastructures routières, hydro-agricoles. La République populaire de Chine finance également les réseaux de transport et de distribution de l'énergie à Dakar. Les relations ont des perspectives prometteuses. Aboubakar Khan. Depuis la reprise des relations diplomatiques en 2005, la coopération économique entre le Sénégal et la Chine a pris une allure ascendante. Les relations économiques portent essentiellement sur les domaines de l'énergie, des infrastructures routières et hydro-agricoles, des transports et des télécoms. La Chine reste un partenaire technique et financier privilégié du Sénégal. La Chine a à peu près donné près de 80 millions de francs CFA par an. On est en tout cas dans de 300 millions de dollars américains. En termes de financement, de concessionnel et de dons. La récente visite du ministre chinois des Affaires étrangères a permis d'intensifier la coopération entre les deux pays. L'axe Pékin-Dakar a connu un regain avec une nouvelle stratégie basée sur un partenariat dynamique. Le Sénégal a pu ainsi bénéficier des prêts préférentiels accordés par la Chine. Le gouvernement de la République populaire a aussi affiché sa volonté de développer des partenariats permettant de délocaliser des entreprises au Sénégal. On met en place les conditions pour que ces entreprises viennent s'installer, parce que lorsque ces entreprises s'installent, la production augmente, les exportations augmentent, l'emploi augmente, les impôts augmentent. Donc ça c'est très positif pour le développement du Sénégal, mais il faut également voir comment est-ce qu'ils s'organisent et comment est-ce qu'on pourrait répliquer le modèle d'organisation dans certains secteurs. Le Sénégal est un pays attrayant pour les investisseurs chinois et pour approfondir le partenariat, la nouvelle stratégie de développement de la Chine est un bel exemple. Apprendre nos partenaires chinois, ça signifie opérer et essayer d'avoir une politique de croissance et de compétitivité dans le cadre d'un mauvais environnement des affaires. Pour que la croissance augmente, pour que les exportations augmentent, pour que l'emploi augmente, malgré le fait que l'environnement des affaires n'est pas favorable. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut apprendre d'eux. En agissant sur les leviers appropriés, la plateforme d'échange et de partenariat entre les deux pays pourrait davantage aider à faire décoller notre économie. Et puis, le Salon international de fruits et légumes frais s'est ouvert à Berlin. Une édition 2014 qui regroupe plus de 60 000 exposants. Le Sénégal, grâce à ses mangues, quintes, y est présent avec une forte délégation. Envoyé spécial à Berlin, Ramatadem et la Giade. Fruits Logistica est une rencontre annuelle pour la promotion des fruits et légumes frais. Il se déroule chaque année au mois de février à Berlin. Des participants viennent du monde entier pour faire la promotion des fruits et légumes de leur terroir. Une rencontre incontournable pour les exportateurs de produits horticoles. Le Sénégal, grâce à l'ASEPEX, l'agence sénégalaise pour la promotion des exportations, a déplacé une importante délégation. L'ASEPEX, comme chaque année, accompagne les entreprises sénégalaises à cet important événement qui est Fruits Logistica, qui est le salon, en tout cas le plus grand salon professionnel consacré au secteur des fruits et légumes. Comme vous le savez, au Sénégal, on a une filière horticole qui est très dynamique, qui fait beaucoup de résultats à l'exportation. Et ce salon, c'est le lieu pour venir rencontrer les importateurs, prendre des contacts et également concrétiser ces contacts
pour contribuer à l'augmentation des volumes d'exportation du Sénégal. 30 chefs d'entreprise spécialisés dans l'exportation de fruits tels que la mangue quinte et de légumes tels que le gombo ou autres ont participé à l'édition 2014, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour le secteur horticole sénégalais. Je suis toujours heureuse de venir à Fruit Logistica parce que c'est l'un des premiers grands salons de fruits et légumes frais. Et je pense que les opportunités de rencontre, les opportunités de revoir la modernisation de l'agriculture passent systématiquement par ces grands salons où il y a beaucoup d'innovation chaque année et où on se met vraiment au niveau, comme on dit. La mise à niveau se fait par là. Je pense que, comme chaque année, ça fait 3 années consécutives que nous participons. Moi, j'ai déjà participé avant ça, c'est vrai. Mais Fruit Logistica, chaque année, c'est l'innovation, c'est la progression dans la technologie, dans le packaging, dans la présentation des produits, dans l'amélioration des qualités des produits. Donc c'est vraiment des standards aux normes internationales et donc voilà, c'est ce que nous constatons chaque année. C'est assez encourageant et c'est émerveillant d'être là. Dans le cadre de sa labellisation, Sénégal Export, l'ASEPEX compte soutenir les exportateurs sénégalais dans l'accomplissement des contrats noués lors du Fruit Logistica édition 2014. Le plus important, c'est avoir le marché. Le reste, dans l'accompagnement, nous faisons un suivi de l'accompagnement au niveau du Sénégal avec la Banque nationale de développement économique pour que tout marché conclu ici puisse être financé, mais également que ces marchés-là, que nos exportateurs puissent tenir leurs promesses. Voilà un peu nos objectifs. Et à la fin, nous allons faire un bilan et un suivi. C'est parti pour 3 jours de rencontres, d'échanges qui aboutiront certainement à des contrats fructueux pour les professionnels du secteur de l'exportation de fruits et légumes au Sénégal. Actualité internationale, François Hollande est depuis hier aux États-Unis pour une visite d'État de 3 jours. Au programme, plusieurs activités, parmi celles-ci, une rencontre entre les 2 présidents pour passer en revue les questions relatives à l'Iran, à la Syrie et à l'Afrique. Le président français a été reçu par son homologue américain Barack Obama avec tous les honneurs. Pour la première visite d'État d'un président français aux États-Unis depuis 18 ans, Barack Obama a accueilli François Hollande plus en ami qu'en homologue. Multipliant les gestes chaleureux à l'égard de son visiteur, il l'a emmené dès son arrivée à bord de son avion Air Force One en escapade champêtre de quelques heures à Monticello, à 200 km au sud-ouest de Washington. Là, les 2 hommes se sont rendus à la résidence de Thomas Jefferson, 3e président américain et fervent francophile selon Obama. Il a puisé son inspiration dans les idées des Lumières développées en France et en Europe. Mais il a aussi puisé dans les arts, l'architecture, la littérature, la culture et la cuisine. Alliés, nous l'étions au temps de Jefferson et Lafayette. We were allies in the time of Jefferson and Lafayette. We are still allies today. Au temps de Jefferson. We were friends in the time of Jefferson and Lafayette. Pour toujours. And we will remain friends forever. Thank you. Sans rancune pour le faux bond dans l'épisode de l'armement chimique syrien ou pour les écoutes intempestives de la NSA, François Hollande et Barack Obama ont même co-signé un article dans le quotidien Le Monde en faveur d'une alliance transformée. Au menu de leur discussion ce mardi dans une maison blanche pavoisée de drapeaux français, l'Iran, la Syrie, l'Ukraine et l'Afrique sahélienne. Enfin, au menu du dîner d'État qui doit clore la journée, des légumes du potager de Michelle Obama, du caviar et des vins américains et de la barbe à papa. Yofwakam Ngor-Yen, une communauté des coutumes ancestrales qui résiste encore aux turpitudes de la modernité. Sur la presqu'île du Cap-Vert, il y a ces pêcheurs qui ont habité Dakar et ses environs depuis la nuit des temps. Dans notre rubrique Au cœur de la culture, Naya Daya nous replonge dans l'histoire et l'intimité d'un peuple, les Lébous. Nous sommes au village de Wakam, l'un des fiefs traditionnels des Lébous. Le mot signifie défi ou guerrier selon plusieurs sources écrites. C'est donc l'histoire de plusieurs peuples réfractaires à toute forme de domination. Les patronymes qu'on retrouve au sein de cette communauté renseignent sur la diversité ethnique de ces populations, d'agriculteurs et de pêcheurs. Ethnie Lébou, ça n'existe pas. Tribu Lébou, ça n'existe pas. Nous sommes une communauté. Qui vient chez nous
eh bien on l'accueille, on lui donne là un champ pour cultiver, s'il veut se marier, il se marie. Dès que tu le maries, tu es un lébu. Les origines lébou les plus lointaines remontent à l'Égypte ancienne, selon Cheikh Anta Diop. Des berges du Nil, ils ont progressé par vagues successives vers le Sahara. De même, leur implantation dans la presqu'île du Cap-Vert au XVe siècle est historique. Compte tenu des exactions qu'il y avait au Djalof, au Cayor, les Lébous se sont rebellés contre les Damel. Ils sont descendus plus bas, pour se fixer définitivement dans ce qu'on appelle la presqu'île du Cap-Vert. Cap-Vert, nom donné par les Portugais et surnommé Diender par les Lébous, qui ont peuplé une bonne partie de cette presqu'île. La presqu'île du Cap-Vert dépasse la région, la région de Dakar, qui s'étend jusqu'à Thiès. Parce que Mbidjam, si vous allez aussi à Touabdjalaou, on retrouve exactement les mêmes choses qu'on retrouve à Ouakam, à Mbao, à Tcharoy, Yen, ainsi de suite. Sur place, ils ont trouvé les mondains. Nous sommes vers les années 1400. Les guerres de suzeraineté se multiplient à l'époque. Barnier est témoin de la bataille livrée contre le Damel Amaringone Ndela. C'est lui qui faisait la bataille de Gouitenkante ici, à la rentrée de Barnier venant de Dakar. Parce qu'il contournait en passant par Pikine pour revenir et nous surprendre. On l'a accueilli ici, à la rentrée de Barnier. Alors cette bataille-là est très connue, c'était en 1790. Pour plus de sécurité, il fallait s'organiser. C'est ainsi qu'est née l'organisation sociale et politique de la collectivité. Le chef suprême, c'est le Djaraf. Le ministère de l'Intérieur, c'est Ndeye Djiréo. Le ministère des Affaires étrangères, c'est Ndeye Djambour. Les Djambour qui arrivent. Bon, ensuite, il y a celui qui a les connaissances, alors qui va dans le ciel et revenir. Celui-là, c'est le saltigué. Il y a encore actuellement les séries. Au niveau des Pench, il y a ce qu'on appelle les Djambour. Ce sont les notables au plus haut niveau, n'est-ce pas? Et après, donc ces notables distinguent parmi les jeunes un certain nombre de qualités et autres. Ils les suivent et à un moment donné, ils leur confient des responsabilités. Ce sont ceux-là qu'on appelle les ferrets. Cette organisation politique et sociale se perpétue depuis plus de 5 siècles dans les 120 villages lébous que compte le Sénégal. De même, les lébous sont attachés aux rites et traditions de leurs ancêtres. Les Lébous, une communauté organisée sur les bords et les côtes de l'océan Atlantique. L'ambassade de Grande-Bretagne et de British Council lance la deuxième édition de la campagne de promotion sur l'entrepreneuriat au Sénégal. Cette année, la compétition s'appelle Great Entrepreneur et prend le format d'une émission télévisée qui a pour but de mettre en exergue l'esprit de créativité chez les jeunes. Ami Diop. Great Entrepreneur, un programme qui met en compétition de jeunes entrepreneurs qui ont des projets mais qui n'ont pas accès au financement. L'initiative du British Council, appuyée par l'ambassade de la Grande-Bretagne, cherche à promouvoir la création d'entreprises chez les jeunes. Nous avons décidé de lancer ce projet pour favoriser l'entrepreneuriat au niveau des jeunes, sensibiliser le grand public sur l'importance de l'entrepreneuriat et bien sûr récompenser les meilleurs projets puisque les gagnants recevront, donc se partageront, les 3 meilleurs se partageront une cagnotte de 20 millions de francs CFA. 20 millions de francs CFA et un voyage au Royaume-Uni pour rencontrer les investisseurs britanniques aux détenteurs de projets les plus innovants. Auparavant, 18 jeunes auront l'opportunité de présenter leur entreprise à la télévision devant un jury. Pour quelles raisons l'ambassade est-elle impliquée? Tout simplement parce que nous voulons encourager les entrepreneurs et mettre en relief l'importance de la mise en place d'un environnement dans lequel ils peuvent prospérer. Tout pays, qu'il soit riche ou pauvre, a besoin d'entrepreneurs. Des personnes qui réfléchissent pas elles-mêmes, créatives, débordant d'énergie et des idées. Contrairement à la première édition qui a concerné les écoles de commerce, le projet Great Entrepreneur est ouvert cette année à tout jeune qui a au moins le BFM et un projet innovant.
Mondial de basketball Espagne 2014 et les Lions du Sénégal démarrent la préparation à la fin du mois de juillet prochain. Une première étape à Dakar avant de poursuivre les entraînements en Europe. C'est une révélation de l'entraîneur national Chersar sur le plateau de Galaxy Sport de la RTS 1. Il liste d'abord les raisons d'une telle option. Chersar, que je vous propose d'écouter. J'expliquais les difficultés que l'on rencontre et les facteurs qui freinent une bonne préparation ici au Sénégal. Parce qu'on est au mois de juillet, au mois d'août, il pleut, le mois de juillet n'est pas étanche. Ensuite, on a le problème de calendrier, d'utilisation à 100% de la salle, c'est très difficile. Ensuite, il y a certaines commodités comme avoir une bonne salle de musculation, juste après pour s'entraîner autour. Ensuite, le déplacement de l'hôtel jusqu'à Salman Sindiaye, aller-retour, ça impacte le temps de récupération et tout. Beaucoup de facteurs qui font quand même que c'est difficile. L'accès au stade même de Mbodjop, il y a les phénomènes de violence qui vont faire quand même que c'est difficile. Bon, voilà, beaucoup de choses qui font quand même que rester au Sénégal pour préparer cela, c'est un plan C ou un plan B, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'il faut se frotter au meilleur pour pouvoir évaluer ce qu'on fait à mi-chemin. C'est pourquoi on a fait quand même un planning qui est maintenant entre les mains du secrétaire général, peut-être du président, quoi. Je pense qu'on va espérer que le CNOS va arbitrer à notre faveur pour qu'on puisse avoir de meilleures conditions de préparation. Mais je sais qu'on a beaucoup d'invitations par rapport à l'Europe, en France, en Espagne. Et je pense que s'il y a des possibilités, on pourrait faire une bonne préparation. Comme on va débuter normalement ici au Sénégal et essayer de faire 40 jours au max avant de rallier. Vous souhaitez démarrer quand le regroupement? On souhaite démarrer en fin de juillet, quoi. Juste pour avoir la possibilité de regrouper tout le monde, pour les papiers administratifs, les visas, etc. Ensuite, voilà, quoi. La première semaine, on a une invitation en France. Ensuite, dans la troisième semaine, il y a d'autres invitations en Espagne. On va voir si on va le valider ou pas. Jeux olympiques d'hiver Sochi 2014, les Africains y participent. Des pays comme le Zimbabwe, le Maroc ou encore le Togo sont représentés. Le Togo à lui seul a déplacé 3 athlètes dans ce groupe. Une franco-togolaise, Mathilde Petitjean. Elle devait s'aligner ce mardi sur le KO sprint, mais elle n'a pas validé les points requis. Mais jeudi, elle sera au départ du 10 km de ces JO d'hiver. En attendant, faisons connaissance avec la porte-drapeau de la délégation togolaise. Bonjour, je m'appelle Mathilde Petitjean, j'ai 19 ans. Je fais du ski de fond et je vais représenter le Togo au prochain JO de Sochi. Pour tout athlète, les Jeux Olympiques, c'est une concrétisation pour leur carrière et c'est vraiment un rêve. Quand on est tout petit, on dit j'ai envie de faire les Jeux Olympiques, j'ai envie de faire les championnats du monde et c'est ce que je suis en train de vivre là. Je vais faire les Jeux Olympiques. Représenter le Togo aux Jeux Olympiques de Sochi, une belle aventure pour Mathilde Petitjean. En mai dernier, elle est contactée par la fédération togolaise qui veut monter une équipe. Pour Mathilde, qui est née au Togo, c'est un choix de cœur, mais aussi une stratégie sportive. Ça va me permettre de faire plein de courses internationales que j'aurais peut-être pas eu l'occasion de faire en étant restée en équipe de France. Alors j'en ai parlé avec mes parents, on a bien réfléchi et je me suis dit on va se lancer. Le ski de fond, Mathilde le pratique depuis 12 ans. Elle s'entraîne 6 jours sur 7 sur les pistes du plateau des Glières, en Haute-Savoie, un haut lieu de la résistance. À Sochi, elle participe aux 10 km et au sprint. Peu de chances d'obtenir une médaille, mais son entraîneur est déjà fier d'elle et il est ravi de la voir participer aux Jeux. C'est vrai que c'est l'occasion rêvée. Je pense qu'en tant que Française, ça aurait été très très dur d'y aller. Donc là, elle a la chance de participer déjà au championnat du monde junior. Et puis d'aller à Sochi, c'est une superbe épreuve, même si elle est que junior, ça va être dur, mais bon, elle verra ce que c'est que les Jeux Olympiques. Malgré son potentiel, Mathilde Petitjean n'est pas soutenue financièrement par le Comité national olympique togolais et elle est toujours à la recherche de sponsors. En revanche, elle peut compter sur les encouragements de sa ville d'adoption, La Roche-sur-Foron. Monsieur le maire et son équipe sont derrière elle et 2 autres sportifs français qui partent aussi aux Olympiades d'hiver de Sochi. En tous les cas, je suis très heureux de vous accueillir devant la mairie de La Roche-sur-Foron. Dans sa ville,
Mathilde Petitjean est déjà une star, mais elle reste modeste. Ses prochains défis, participer à d'autres compétitions internationales et obtenir son bac. Nécrologie à présent, rappel à Dieu de Thierno Amoudem, le calife de Sokone, nous a quittés hier. Aujourd'hui, une forte délégation gouvernementale avec à sa tête le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Sokone pour présenter les condoléances du chef de l'État et du peuple sénégalais. Mesdames et messieurs, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Rendez-vous un peu plus tard dans la soirée pour d'autres informations. Bonne soirée à tous.